Bonsoir à tous, j'espère qu'il vous reste encore un petit peu d'énergie. Je vais vous parler de l'automatisation des migrations à l'aide d'AST. Il y en a qui ont déjà entendu parler d'AST déjà ou pas? Ok. J'espère que tout le monde aura envie d'en faire après. Je vais essayer de pas trop vous dégoûter. Je suis Guillaume Nury, je travaille ici même, je suis à la maison. Je suis développeur front avec pas mal d'enjeux sur la partie un peu transverse chez Lucas. Donc on a un éditeur logiciel et on a en gros 15 gros produits, mais beaucoup plus d'apps. On regroupe pas mal de choses. Alors pourquoi ce sujet? Justement, on veut migrer de système de traduction. Donc côté Angular, on a deux gros acteurs, il y a NGX Translate et Transloco, et après être un peu passé par les deux, on commence à en sentir les limitations pour notre besoin en tout cas. Donc on aimerait changer, et pourquoi je m'intéresse à ça? Parce qu'en fait il y a 28 applications, 5000 composants, 11 000 fois on écrit pipe transloco, 8000 fois on écrit pipe translate, et donc bon, j'ai pas envie de demander aux développeurs de faire ça à la main, ce serait pas un cadeau à leur faire. Alors, à quoi ça ressemblerait? Bon, avant on écrivait pipe transloco, maintenant on a une autre fonction avec un appel de signal. Alors c'est pas hyper important le avant-après, c'est surtout pour se rendre compte que si on essaye de le faire avec des regex, petit à petit on va vraiment commencer à galérer. Et parce qu'un coup on va passer à la ligne, un coup il y aura des crochets, un coup il y aura des codes, des simples codes, des doubles codes, pas de code, pourquoi pas. Il y a des fois on veut les garder, des fois non, on peut avoir des paramètres, on peut avoir des clés conditionnelles dans l'entrée, donc du coup il faudrait que ça suive aussi dans la sortie. Donc si on commence à faire tout ça avec des regex, vraiment ça va être pas très simple. Et puis bonus, une fois qu'on a fait nos remplacés et tout dans le HTML, maintenant on peut passer sur la partie TypeScript, où ce serait bien de nettoyer 2-3 trucs et puis de rajouter d'autres choses. Voilà. Bon, avec des regex ça va être un peu compliqué, donc il va falloir trouver une autre solution. Alors déjà, je vous parle d'AST, vite fait. Qu'est-ce que c'est un AST? Si on prend à peu près n'importe quel langage compilé, on va avoir un code source, souvent dans un langage assez haut niveau, si on n'aime pas trop se faire du mal. En fait, on va lui faire passer une première partie qui va être une analyse lexicale. Donc c'est un truc qui va découper votre fichier en des mots qui ont du sens pour lui. On verra un exemple juste après. Et après, on a une analyse syntaxique. Et là, justement, le principe, ça va être de créer une arborescence de trucs qui ont du sens. Par exemple, un bloc if, c'est un truc qui a du sens. Il a une condition, il a un bloc à exécuter si la condition est vraie. Il peut avoir des else if, il peut avoir un else, etc. Donc c'est un truc qui va regrouper logiquement tout ça. On va en voir plein après, vous inquiétez pas. Et puis une fois qu'on a cet arbre-là, maintenant on peut aller générer le truc de sortie. Donc ça peut être, je sais pas, de l'assembleur ou du JavaScript dans mon cas. Des AST, il y en a autant que de langages, mais même plus précisément autant que de librairies qui sont capables de prendre le code source en entrée. Alors j'avais l'habitude d'utiliser plutôt TypeScript directement, qui fournit ça dans le cadre de son compilateur. Et là, j'ai voulu tester plutôt Babel Parser, qui est un plugin TypeScript. Donc on va analyser cette bête fonction de seulement un paramètre, pas de sortie, et qui fait un petit console log avec une concaténation de strings, pardon. On va commencer par le plus petit. Ah non, pardon, on va commencer par l'analyse lexicale. Donc c'est le fameux truc qui groupe des caractères entre eux. Donc là, dans ce qu'on a en entrée, fonction, c'est un mot-clé réservé. Donc c'est un truc qui a du sens. On va les grouper entre eux. Prendre un espace, c'est important. Ça permet de savoir qu'on va passer au mot d'après. Après, on a say hello, c'est tout collé, donc ça doit être important. On va les regrouper. Il y a des parenthèses, etc. Je ne vous fais pas tout le listing, mais voilà, on a déjà une première structure. Mais on ne peut pas en faire grand-chose parce que si elle a la string user, elle n'a pas le même sens si elle est utilisée dans une expression ou si elle est en paramètre. Donc pour l'instant, l'analyse lexicale, ça ne nous sert pas, mais c'est pour montrer que ça existait. Et à partir de ça, on va commencer à construire des choses qui ont un peu plus de sens pour nous. Je vais prendre un bête, la string hello, plus une variable qui traîne quelque part qui s'appellerait user. Donc ça, si on la donne à manger au parseur, il va nous dire c'est une expression binaire. Et une expression binaire, ça sera toujours construit pareil. Il y aura un opérateur, plus, moins, supérieur à, inférieur à, double égal, triple égal. Il y aura une partie de gauche et une partie de droite. Donc la partie de gauche, là, il va nous dire c'est un littéral, et c'est
littéralement la string hello. Et puis à droite, on aura un identifiant, et ce sera user. Donc voilà pour l'expression binaire. Okay, on va essayer de construire avec ça. Dans mon exemple, je rajoutais un plus point d'exclamation. Du coup, j'ai pas d'expression ternaire. Bon, bah tant pis, on va faire une expression binaire avec une expression binaire dedans. Ça marchera plutôt bien. Donc à gauche, j'ai ce que je vous ai présenté juste avant, et à droite, bon, voilà, on rajoute encore un littéral, le point d'exclamation. Et on peut continuer comme ça. Après, on a des member expressions. Donc quand je fais console.log, ben, j'accède à la propriété log de l'objet console. Donc là, encore une fois, voilà, je vais avoir un type qui va se construire avec tout ce qu'il faut dessus. Puis cette fonction, ça serait pas mal de l'appeler. On va faire une call expression qui va prendre un truc qu'on appelle et un certain nombre d'arguments. Et donc voilà, on va construire notre arbre petit à petit. J'ai un bloc, j'ai juste rajouté des parenthèses, des accolades autour. Et après, on arrive enfin à la fonction, où là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc elle a un nom, l'identifiant. Elle va avoir un certain nombre de paramètres, elle va avoir un type de retour, etc. Et tout en haut, on a le programme. Il faut bien s'arrêter à un moment. Bon, maintenant que je vous ai bien perdu, comment j'ai obtenu tout ça? C'est très facile, avec Babel Parser, je lui donne du code, j'utilise la fonction parse et j'ai tout ce que je vous ai montré. Donc avoir un AST, c'est très facile, avec à peu près toutes les libs, j'ai jamais eu de problème, en tout cas. Alors, bon, c'est très abstrait ce que je vous ai montré, c'est d'ailleurs le A de AST, c'est pas fait pour rien. Maintenant, en fait, on en utilise assez souvent. Admettons que j'ai cet arbre, on ne sait pas comment je l'ai obtenu, mais j'ai un avis très fort sur comment cet arbre je vais le transformer en code source. En fait, là, on a par exemple Prettier, qui est un formateur qui a un avis très tranché sur ça ne dépasse pas 80 caractères, si vous faites un ternaire, on met le point d'interrogation à la ligne, etc. Donc là, c'est juste un truc qui fait un AST, et puis qui refait du code, et puis qui écrase votre fichier. Un autre truc, ça peut être, il y a des patterns dans le code qu'on n'a pas envie d'utiliser. Alors du coup, il faudrait arriver à repérer des patterns. Par exemple, j'ai pas le droit de mettre un await si je suis à l'intérieur d'une boucle for. J'ai pas le droit d'assigner des conditions, enfin ce genre de choses. Bon, en fait, là, on a ESLint, par exemple. En fait, des AST, c'est très souvent utilisé, et souvent par les outils qu'on consomme rarement nous-mêmes. Donc cet arbre, il est bien joli, et le principe, ça va être de se promener dedans. Donc Babel fournit un Babel traverse. Donc le principe, c'est de faire un visiteur et dire, dès que tu vois un nœud de tel type, ça m'intéresse, et on en fait quelque chose. Par exemple, là, avec l'exemple de code que j'ai mis, on peut aller chercher toutes les strings littérales du code. Donc dès qu'il y a une chaîne de caractères entre simple ou double quote, le parseur il s'en fout, ça va me faire un log. On peut s'amuser, il y a une règle dans ESLint, je crois, qui dit pas de magic string ou pas de magic number, faut forcément faire des constantes et les utiliser derrière. Bon, là, on peut le refaire assez facilement, parce que quand on récupère un nœud, en fait, on a accès à son parent, à son parent, à son parent, donc on peut vérifier que, si une string littérale, elle est forcément dans une déclaration de variable, par exemple. Donc ça, on peut le faire assez facilement également. Donc sur la partie lecture, c'est déjà assez intéressant, hein. On peut aller chercher le nombre de fois que telle fonction est utilisée. Je m'en étais servi, par exemple, on fait du RxJS parce qu'on fait de l'Angular. Combien de fois tel opérateur est utilisé dans toute la codebase? Et en fait, on lui fait on lui fait faire tous les AST. C'est très rapide comme opération. Et on lui dit, cherche les imports et cherche le from, c'est RxJS, et cherche tout ce qui est à gauche, et puis tu me fais un compteur. Donc déjà, la partie lecture est déjà très intéressante. Et après, là, je vous parlais de migration, donc il y a un moment, il va falloir quand même modifier du code. Là, ça va vraiment dépendre de l'AST qu'on va utiliser. Donc là, avec Babel, j'étais plutôt bien loti. C'est qu'en fait, on peut muter directement les objets. Alors désolé, c'est vrai qu'il ne faut pas faire de mutation, mais là, c'est bien pratique. On peut muter l'objet, donc si on fait ça, il ne se passe rien, on a juste modifié notre arbre qui était en mémoire, et après du coup il faut retransformer cet arbre en code, et la partie un peu pénible, c'est d'essayer de préserver le style du code original. S'il a décidé de mettre des tabs, il ne sera pas content si on lui met des spaces partout, s'il y a des doubles codes, des solines, des machins. Donc ça c'est un peu pénible, et je suis tombé sur Recast, qui vraiment faisait le café, très configurable. Donc lui, il va noter toutes les modifications qui ont été faites et il va réussir à faire le minimum d'opérations après derrière. Donc là, par exemple, dans l'exemple d'avant, je faisais un replace sur toutes les strings littérales pour remplacer les hello en bonjour.
Et donc là, juste en exécutant et en faisant le print AST, ça marche. Donc pour les modifications de TypeScript, ça se passait très bien. Après, on peut modifier des chaînes existantes, mais on peut s'amuser à créer des nouveaux objets. Donc là, par exemple, je voulais juste écrire const fancy-log égale console.log. Bon, voilà, je suis obligé de créer un nouveau nœud, variable déclaration, variable déclarateur, identifier, membre expression. Bon, c'est un peu verbeux, mais on peut aussi recréer à la main ça. C'est assez rare pour le coup d'avoir besoin de faire ça. Et donc dans l'exemple d'après, on peut s'amuser à dire, bon bah, maintenant que j'ai mon super fancy log, je vais essayer de remplacer tous les console logs existants par ce truc-là. Bon bah du coup, je vais me balader dans tous les appels de fonctions. Donc du coup, ça s'appelle une call expression. Donc je vais chercher toutes les call expressions. La partie qui est appelée, bah, je sais que c'est un console.log, donc je sais que c'est une member expression. Donc dont l'objet c'est console et la propriété c'est log, etc. Je mute, je print, et à la fin, j'ai bien mon fancy log qui apparaît à la place du console log. Donc pour les mutations TypeScript, en général, ça se passe très très bien, que ce soit avec Babel ou avec TypeScript directement d'ailleurs. La partie traduction dans une application, c'est souvent majoritairement dans les templates. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que c'est en Angular. Et donc là, je peux pas, c'est pas du TypeScript, donc il va me falloir un nouveau quelque chose. Donc je pourrais prendre en gros un parseur de XML, sinon ça marcherait pas trop mal. Mais Angular, il vient avec sa petite couche à lui quand même. On a des symboles spéciaux, on a des systèmes d'input-output, etc. Donc en fait, il nous faut un truc mieux. Bon, voilà, on n'a pas trop le choix. On va prendre Angular Compiler directement, parce que c'est à peu près le seul qui sait lire du Angular. Bon, c'est pas choquant. Et donc là, on va avoir un nouvel arbre, complètement différent, avec tous les mots-clés que je vous ai dit avant, et ben, ils n'existent plus. On change d'univers. Par exemple, je vous ai mis l'arbre d'un bet H1 avec 2 clés, une fois avec des crochets, une fois sans les crochets. Et donc on voit à droite qu'on a des éléments qui vont avoir des inputs, des attributs, etc. Donc pareil, une fois qu'on a cette structure qui existe, on va pouvoir se promener dedans. Il y a une spécificité dans Angular, c'est que, ok, il y a la partie HTML, ok, maintenant on a des @if pour mettre du code ou non, mais il y a pas mal d'endroits où on peut écrire quasiment du JavaScript en tant qu'attribut. Pour cette partie-là, Angular gère un AST différent, donc, alors qui est parsé en même temps, ça c'est sympa, mais par contre pour le parcourir, ça va être un truc à part. Donc on est déjà obligé de jongler avec 2 AST, plus l'AST du TypeScript pour aller chercher les templates. Donc faut un peu jongler. Ça se passe pas trop mal. Donc là on voit effectivement les deux. Donc le premier va me permettre de dire je veux me balader dans tous les endroits où il y a des crochets. Et le deuxième va me dire ok, quand il y a quelque chose avec un crochet, essaye de lire ce qu'il y a dedans. Et donc là on a un truc qui est assez proche de l'AST qu'on avait vu au début. Donc là on nous parle de littéral. On avait déjà vu des littérales avant. Et donc maintenant on arrive vraiment au truc relou. C'est modifier un template HTML, parce que dans l'autre je pouvais faire des mutations et c'était trop bien. Là je peux pas, il n'y a vraiment aucun outillage qui est fourni par Angular. Donc là, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a cet arbre qui nous dit, enfin cet arbre logique qui est bien structuré et tout. Et en fait sur chaque truc, on sait où il est dans le fichier. Donc on a au moins l'offset dans le fichier, ceux qui sont sympas ils vont nous dire c'est ligne 18, colonne truc. Et donc, si on veut faire une modification, on slice la chaîne pour prendre les 150 premiers caractères. Ensuite, on fait notre modif. Ensuite, on prend les 180 qui restent. C'est assez archaïque, malheureusement. Du coup, j'ai dû créer un truc qui s'appelle text content. Le but, c'est que notre AST, on le crée une seule fois. Il est figé. Donc lui, il connaît les index des choses. Mais si je commence à remplacer du texte, en fait, ça va décaler tous mes index derrière. Donc là, par exemple, j'ai un 2, 3, 4, 5. Je veux remplacer le 1 par 1 et le 2 par 2. Si je le fais naïvement, à la fin, j'ai une chaîne de caractères qu'on, à mon avis, on ne voit pas. Si, ça va. Avec les ID complètement décalés, il reste des bouts de mots, etc. Donc en fait, on est obligé de faire une surcouche pour gérer ça. Complètement relou, mais une fois qu'elle existe, on est plutôt pas mal. Là, par exemple, je vous montre entre guillemets, le truc final. Donc j'ai mon HTML en entrée, donc une fois avec un simple attribut, une fois avec un attribut lié, je ne sais pas comment dire en français, avec des crochets. L'idée c'est que je vais me balader sur tous les éléments. Sur un élément, je peux lire ses attributs, je peux lire ses entrées.
bon, bah, je vais essayer de trouver un transloco quelque part. Si je le trouve, je vais lire la valeur qu'il y a dedans. Donc, en fonction de son type, on va trouver ce qu'il faut. Et ensuite, je peux lui dire, bah, enlève-moi le transloco égal du truc source. Et ensuite, à l'intérieur, rajoute la chaîne de caractères qui va bien. Ce serait affreux à faire en JavaScript, mais avec toute la couche de typage qu'apporte TypeScript, on est vraiment très bien, parce qu'il y a des unions de types partout, et du coup, si on dit est-ce que le type c'est machin, bon, bah, à l'intérieur, on a accès à tous les champs spéciaux et compagnie. Donc vraiment, TypeScript, ça se fait plutôt bien. Bon, faut y aller calmement, mais ça marche, c'est le principal. Du coup, la conclusion, c'est ok, c'est un peu compliqué, mais le faire en regex, c'est soit impossible, soit immaintenable. Enfin, retourner sur une regex qu'on a écrite il y a 2 mois, surtout si elle est un peu grosse, bonne chance. Là, on arrive quand même à quelque chose qu'on va construire petit à petit, où chaque bout est assez lisible. Alors, il faut une certaine gymnastique, je le conçois. Mais on avance bien, et c'est un truc qui se fait très très bien en TDD. Moi j'aime bien, je fais mes fichiers en entrée, mes fichiers en sortie, et je fais un bête truc qui dit il faut que l'entrée transformée fasse la sortie. Et juste avec ça, on peut avancer tranquillement parce qu'on va penser à ah ouais, mais dans tel cas, en fait, j'aimerais que ça fasse ça. On fait la modif et bam, on pète tous ces trucs d'avant. Donc c'est un truc plutôt cool à faire en TDD. Pour se faire moins de nœuds au cerveau et avoir à se représenter un peu le truc, il y a un site incroyable qui s'appelle AST Explorer. Le principe, c'est que vous avez l'écran en 2 bouts. À gauche, vous mettez votre code. En haut, vous choisissez quel langage, quel lib vous voulez utiliser. Puis à droite, vous voyez exactement tout l'arbre que vous avez. Bonus, vous cliquez n'importe où dans le code, ça va vous mettre en jaune la partie de la ST sur la droite. Bonus, si sur la droite, vous cliquez sur quelque chose, ça va vous mettre en jaune dans les 2 sens. Donc là, c'est vraiment très très pratique. Il y a à peu près 40 langages différents dedans. Beaucoup plus de libres, je ne me suis pas amusé à compter. Moi, je sais que c'est un outil que j'utilise très souvent. Est-ce que vous avez des questions ?